Bonjour mes amis investisseurs, aujourd'hui je suis ici avec Antoine. Antoine c'est mon partenaire d'Aera Capital. Aujourd'hui on va parler des crypto-monnaies et surtout avec la vision d'investissement de long terme. Est-ce que les cryptos, on peut l'utiliser, on peut les acheter pour garder à long terme? Est-ce que c'est intéressant pour garder dans un portefeuille de long terme? C'est la question qu'on va répondre aujourd'hui et plein d'autres. Et je voudrais vous présenter Antoine. Je vais laisser la parole à Antoine pour qu'il puisse se présenter et parler aussi d'Aera Capital un peu, que c'est notre projet ensemble. Alors bonjour à tous, du coup je m'appelle Antoine, j'ai 21 ans et je suis étudiant en finance. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis un parcours financier, que ce soit dans le monde de l'école, donc dans mon parcours post-bac, ou même à titre personnel. Je suis rentré dans les crypto-monnaies à partir de 2017 et en fait je suis tout simplement passionné par la technologie, donc pas simplement la blockchain, mais vraiment la technologie au sens large. Je me suis rapidement tourné vers l'investissement dans les startups, dans le monde de l'entrepreneuriat. Et du coup, le monde de la blockchain, quand j'ai vu ces technologies, je me suis dit, mais il y a un potentiel de fou. Et donc, je vais investir dedans. L'année dernière, j'ai créé Aira, donc Aira Capital, qui est un club que j'ai un peu cofondé, on va dire, avec Michael, qui m'a aidé depuis le début. Donc, c'est un club d'investissement 2.0, où notre but, du coup, va être de démystifier le monde de l'investissement et permettre à tous nos membres de maîtriser tout simplement les sous-jacents financiers. Donc, on est très orienté sur la technologie. On aime trouver les techs qui vont disrupter l'avenir et le monde tel qu'on le connaît. Et dans ce cadre, on parle donc notamment des investissements au Nasdaq, mais aussi du coup de la blockchain. Donc on a déjà créé pas mal de contenu et c'est un peu dans cette suite qu'on réalise cette vidéo avec Mickaël pour pouvoir répondre à des questions de façon un peu plus complète, sans avoir à tout écrire, mais vraiment pouvoir le faire à l'oral. Parfait. Et si j'appelle Antoine pour venir ici, c'est parce qu'il connaît le sujet des cryptos beaucoup plus que moi. C'est pour ça on va ajouter en fait mes connaissances. Je vais dans cette vidéo vraiment jouer les rôles de quelqu'un qui investit à long terme et poser les questions à Antoine pour voir est-ce que les cryptos est fait pour nous, les investisseurs de long terme ou pas. Ok, on va commencer avec la première question classique. Antoine, est-ce que tu peux nous dire comment fonctionnent un peu les cryptos? C'est quoi la blockchain et c'est quoi la liaison, hein? C'est quoi le rapport entre les deux? Du coup, c'est la première question qui est évidente à poser. Donc, en fait, la blockchain, c'est la technologie qui se cache derrière les crypto-monnaies. La blockchain, c'est tout simplement un livre ouvert, un registre d'opérations, mais qui va automatiquement être complété à chaque transaction sur la blockchain elle-même et qui va être validé par tous les membres du réseau. Ces membres du réseau, on va appeler ça dans un premier temps les mineurs, qui ont pour fonction de sécuriser tout ce qui va passer dans la blockchain et ce qui va la rendre du coup immuable et décentralisée. Donc, ce registre, c'est que théoriquement, il n'est pas capable de revenir sur les opérations qui ont été validées. Et en fait, c'est tout le but de ces technologies, que tout ce qui est fait, du coup, va rester marqué. Et donc, c'est là qu'il y a un grand intérêt. Chaque membre, en fait, dans le réseau, va posséder un wallet. Donc, c'est ce qu'on appelle le portefeuille, dont seul le membre du réseau a accès. C'est-à-dire que personne ne peut réaliser de transactions depuis un profil utilisateur sans avoir accès à ce wallet et personne va pouvoir venir récupérer les informations qu'il y a dedans ou le contenu de ces dernières. Donc, c'est-à-dire que personne, même pas un État ou même pas un Mhm. institut de gouvernance, va pouvoir dire on va vous saisir quelque chose qui appartient à Swalet parce qu'en fait, tout simplement, vous êtes le seul bénéficiaire, vous êtes le seul à avoir accès à ça. Donc, c'est une technologie du coup qui est très intéressante sur cette notion d'immuabilité et de décentralisation. Donc, la blockchain, ça utilise une technique qu'on appelle la cryptographie. Et c'est une Mhm. cryptographie à double clé, c'est-à-dire que chaque membre du réseau a une clé publique et une clé privée. La clé publique, c'est tout ce que tout le monde va pouvoir voir. Moi, je vais pouvoir visiter la clé publique de n'importe quelle personne qui possède un wallet directement sur la blockchain, mais je vais aussi détenir une clé privée qui est un peu l'essence même dans la blockchain et qui va me permettre de détenir en propre et de choisir toutes les transactions que je vais vouloir faire. Donc, pour venir un petit peu à l'initial, on va peut-être parler du Bitcoin. Donc, qu'est-ce que Mhm. c'est? Donc, déjà, ça a été créé en 2009 par un pseudonyme. Donc, c'est une crypto qui a été apportée de façon anonyme et avec la technologie blockchain. Mhm. En 2009, juste après la crise de 2008, parce qu'il y a eu beaucoup de déboires financiers, hein, tout le monde en a entendu parler. Et puis, cette personne qu'on ne connaît pas a décidé de mettre en avant une nouvelle technologie qui ne serait pas régulée par le système financier actuel qu'on connaît, qui n'aura pas les mêmes notions de hélicoptère money, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir créer Mhm. de l'argent à l'infini. C'est quelque chose de vraiment très limité. Mhm. Et en gros, le Bitcoin, ça utilise une technologie de cryptage qu'on va appeler la proof of work. Donc après qu'on mettra en opposition avec la proof of stake, qui est la preuve d'enjeu. Donc la proof of work, c'est la preuve de travail.
Et pour simplifier un petit peu la création d'un Bitcoin, le Bitcoin, ça nécessite une énorme puissance de calcul. C'est ce qu'on appelle du coup le minage, comme j'en parlais un petit peu Mhm. avant. Le jour 1, il y avait un seul bloc disponible du coup sur le Bitcoin. Et puis au fur et à mesure du temps, de la validation, on va dire, d'équations par des mineurs situés partout sur Terre, et ben, il y a eu de plus en plus de Bitcoin. Sauf que Mhm. du coup, dans sa création même et dans son protocole initial, le Bitcoin, on a dit qu'il y avait non seulement une quantité limitée, mais qu'en plus, le nombre de nouveaux Bitcoins qu'on pouvait créer, donc c'est-à-dire miner, comme si on allait un peu à la mine chercher de l'or, eh ben, il se réduirait avec le temps, ce qui va augmenter du coup la notion de rareté qu'il y a derrière Mhm. cette technologie. Et donc, pour expliquer un petit peu comment ça se passe quand un utilisateur veut effectuer une transaction à travers un réseau blockchain, bah, en fait, cette transaction va être regroupée avec plein d'autres opérations Mhm. qui vont être situées dans un bloc. Et ensuite, ce bloc va être vérifié et validé par des membres du réseau lui-même. Donc, du coup, comme on l'a dit, qui va être décentralisé. Donc, ça va être des personnes aux quatre coins du globe qui vont pouvoir valider, du coup, chacune des opérations et qui va vérifier, en fait, quand on va valider ce bloc, ça va vérifier l'authenticité et ça va s'assurer aussi que sa structure est correcte et cohérente par rapport, du coup, aux opérations qui avaient été antérieures pour qu'on suive vraiment une chronologie. Et du coup, une Mhm. fois que le bloc est validé, il va directement être ajouté à la blockchain et du coup, ça sera visible directement sur tout ce qui est clé publique, par exemple. Du coup, l'opération, une fois visible et accessible par l'entièreté du réseau, personne ne va pouvoir revenir dessus. Et même s'il y avait une erreur dessus, on va devoir créer une nouvelle transaction par-dessus, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. C'est-à-dire que si vous envoyez des fonds ou des bitcoins, bah, tout Mhm. simplement, personne ne pourra venir récupérer votre fonds. Donc, il faut faire très attention à ne pas commettre Mhm. d'erreur ou ne pas se tromper d'adresse d'envoi parce que bah, du coup, vos fonds sont perdus à jamais. Mhm. Bon, alors, à jamais, ça dépend. Il y a eu quelques contre-exemples, mais Mhm. globalement, c'est perdu à jamais. Donc, ça, c'est pour la technologie du Bitcoin, qu'on peut un peu plus voir comme une monnaie d'échange. Mais il faut aussi voir que après, des nouveaux projets se sont greffés. On peut Mhm. notamment parler de l'Ethereum, qui a Mhm. apporté quelque chose, une nouvelle valeur qui s'appelle les smart contracts, qui vont être des Mhm. protocoles où l'envoi d'une transaction va se faire de façon automatisée en suivant du coup différents points Mhm. d'ancrage. Ça peut être des points réels. On va utiliser Mhm. par exemple des oracles pour connecter du coup la blockchain directement au monde réel, ce qui va Mhm. permettre du coup de faire des transactions avec différents paramètres et le tout automatisé. C'est-à-dire que plus personne n'a besoin de venir valider quelque chose. C'est qu'on fait un premier contrat. L'argent, par exemple, va partir dans une pool où la quantité de Mhm. crypto va partir dans une pool qui va sécuriser du coup les actifs et Mhm. cette pool va se libérer uniquement dans les cas, dans les solutions en fait données à l'avance, ce qui permet de automatiser du coup tout le processus de la blockchain et ce qui Mhm. permet aussi du coup de supprimer les intermédiaires. Alors c'est Ok. aussi ce qui peut faire très peur à beaucoup d'acteurs parce que cette automatisation Mhm. bah, va permettre tout simplement de squeezer beaucoup d'intermédiaires. Et en fait, Mhm. ça va être très fiable parce que plus on va supprimer d'intermédiaires pour Mhm. valider une transaction, bah, plus le risque est faible en fait qu'il y ait des informations erronées directement dans cette transaction. On peut dire du coup que la blockchain, c'est la technologie en soi, les bitcoins, c'est la devise qu'on va utiliser parmi toutes les autres qu'on a, comme des Exactement. cryptos. Et comme tu donnes l'exemple des smart contracts, c'est juste une autre utilisation des cryptos. Et avec des smart contracts, par exemple, on peut faire un contrat entre nous deux par rapport à un sujet, un pari, ou simplement un contrat qui on va diviser, par exemple, les chiffres d'affaires des quelques recettes, etc. Et à partir d'un certain résultat qui sera disponible dans les réseaux, il va diviser l'argent d'après ce qu'on avait mis dans les contrats. Simplement comme ça, sans avoir d'intermédiaire. Exactement. C'est-à-dire que la Bitcoin, en fait, la crypto, va être un sous-jacent de la blockchain, mais une blockchain peut fonctionner elle-même de façon un peu native et de façon cachée, c'est-à-dire pas publique. On va pas avoir besoin d'une crypto qui va être échangée sur les marchés pour Mhm. pouvoir la faire fonctionner. C'est que cette notion de crypto, Mhm. derrière une technologie blockchain avec des smart contracts, par exemple, un peu comme le cas de l'Ethereum, ça va permettre en fait de payer les frais pour valider le consensus, c'est-à-dire que toutes les personnes autour de la planète, par exemple, qui vont venir valider des opérations sur la blockchain Ethereum, bah, elles le font pas gratuitement. Il faut payer. Mhm. Et en Mhm. fait, cette crypto-monnaie-là va être plutôt une monnaie d'échange pour pouvoir participer au réseau et pour pouvoir utiliser du coup la technologie blockchain. Donc, pour donner un cas un peu extrême Ok. et enfin, très peu juste sur le Mhm. principe, mais c'est un peu comme si on était à une fête foraine et qu'on achetait un ticket pour pouvoir Mhm. participer aux attractions. Quand il Mhm. n'y a personne,
et bah, du coup, on va pouvoir peut-être négocier à la baisse ce Mhm. ticket et Mhm. participer à toutes les attractions pour 10 dollars. Sauf Mhm. qu'en fait, je sais pas, à midi, il y a une énorme affluence, il y a tout le monde qui Mhm. arrive, et en fait, ces tickets d'entrée vont être mis aux enchères au Mhm. plus offrant. Et du coup, le fait que vous soyez arrivé par exemple à 9 heures et que vous avez payé un ticket d'accès illimité pour Mhm. 10 dollars et qu'à midi, bah, ces mêmes tickets se vendent 100 dollars, et bah, vous allez pouvoir revendre les tickets que vous aviez achetés pour beaucoup plus cher. C'est vraiment un droit d'utilisation de la blockchain. Bon, on sait que beaucoup d'investisseurs on perd justement parce qu'on sait que là, on n'a pas intermédiaire. On sait que c'est vraiment un contrat, c'est vraiment une négociation entre des personnes. Mais c'est vraiment ça qui fait la force des crypto-monnaies. C'est l'effet de ne pas voir l'État ou une autre institution financière, pas forcément au milieu de l'histoire. Mais du coup, pour l'investisseur de long terme, quand on va investir sur une société, sur l'immobilier, toujours on a quelque chose derrière. Que ce soit les actifs, que ce soit la marque, que ce soit les produits. Quelle est la valeur intrinsèque derrière une crypto-monnaie? Comment on sait qu'elle a sa valeur et comment on sait qu'elle vaut vraiment quelque chose? Encore une fois, il va falloir dissocier les différents types d'actifs propres à la crypto-monnaie. Comme on a pu le comprendre avant, du coup, le Bitcoin, lui, avait été créé pour parer le système bancaire post-crise. Son utilisation, en fait, se résume plus simplement à une devise monétaire. Il faut que ce soit échangeable, Mhm, facilement transportable, qu'il y ait une notion de rareté, de mhm, division en sous-unités. mhm, Et en fait, par rapport à ça, c'est vraiment le côté rareté qui fait du Bitcoin une devise intéressante. C'est-à-dire qu'elle a toutes ces capacités qu'une monnaie fiduciaire pourrait avoir, sauf qu'il n'y a pas d'entité comme on a pu le voir par exemple avec la crise du Covid, avec l'hélicoptère Money qui a balancé des millions, voire des mhm, dizaines de milliards et même des milliers de milliards d'euros, de dollars sur les marchés. Là, la monnaie, elle est unique et puis personne ne va pouvoir en faire plus de 21 millions. Donc, tout simplement, c'est une monnaie qui est mhm, échangeable très facilement, comme on a pu le voir, mhm, qui est très facilement transportable, parce qu'en fait, de toute façon, on la transporte même pas, elle est quelque mhm, part mhm, là-haut, comme on pourrait dire, un peu mhm, dans le cloud. Et en plus mhm, de ça, elle a cette notion de rareté que je trouve, moi, très intéressante. Donc, la mhm, valeur intrinsèque, après, c'est évidemment la valeur que les gens sont prêts à payer pour mhm, avoir une devise, enfin, mhm, qui a toutes ses capacités, toutes ses caractéristiques. Est-ce que c'est surévalué, est-ce que c'est sous-évalué? On ne mhm, sait pas. Après, comment le prix s'est construit? Alors bien sûr, il y a un côté spéculatif qui peut mhm, d'ailleurs faire peur à des mhm, investisseurs long terme. mhm, Mais ce qu'il faut voir, c'est que le prix du Bitcoin au jour d'aujourd'hui, c'est la résultante mhm, de différentes caractéristiques. mhm, Tout simplement, le nombre limité fait mhm, que bah, des gens en veulent et vont devoir payer peut-être plus cher pour pouvoir en récupérer. Et mhm, aussi cette notion de mineurs qui viennent valider le réseau, et mhm, aussi des fees de transactions qui vont être de plus en plus élevées. Plus mhm, c'est rare, plus du coup ça va devenir difficile à miner, donc à en créer des nouveaux. Donc plus ça va nécessiter de l'énergie pour pouvoir en concevoir des nouveaux. Et mhm, donc plus potentiellement les gens qui enfin les mineurs tout simplement, vont les vendre cher mhm. parce que bah, c'est de plus en plus rare et eux, il faut aussi qu'ils remboursent leurs différents coûts. Donc ça, c'est sur la notion de monnaie d'échange, devise. OK. Donc la valeur intrinsèque, elle est juste due à ce que les gens sont prêts à payer pour ce Mhm. qu'elle est, tout simplement. Après, il faut voir aussi les crypto-monnaies, comme j'ai expliqué, qui sont la résultante du coup d'une blockchain et qui vont avoir différentes utilisations, D'accord. comme pour l'Ethereum. Là, du coup, la valeur intrinsèque ne va plus être la même. C'est que Mhm. derrière, en fait, la blockchain Ethereum ou derrière même d'autres blockchains, il va y avoir beaucoup de développeurs qui vont participer au réseau, qui vont permettre des nouvelles utilisations. Il va y avoir des Mhm. gens qui vont créer des applications, qui vont directement se servir de la blockchain, qui vont proposer des solutions pour les entreprises. Par exemple, si on prend le cas de VeChain, c'est une blockchain qui vise à augmenter la traçabilité des produits de luxe. Et Mhm. c'est vrai qu'il y a un vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois qu'un nouveau produit de luxe est sorti et qu'il a une Mhm. valeur sur le marché qui est assez élevée, bah, ce produit va être copié pour tout simplement être revendu sur un marché Mhm. noir. Eh bien, avec une technologie comme ce que propose VeChain aux entreprises, on va pouvoir tracer chacune des pièces qui sont sorties d'usine Mhm. euh, par du coup les fabricants de luxe, et Mhm. on va pouvoir suivre du coup toute leur évolution, tout leur Mhm. parcours, tous Mhm. les changements de main potentiels, et Mhm. savoir si le produit qu'on a est un vrai ou si c'est un faux qu'on a à faire. Et du coup, les entreprises vont payer pour pouvoir utiliser ce service et vont Mhm. devoir du coup avoir de la crypto-monnaie pour Mhm. pouvoir se servir de la blockchain. Et donc, D'accord. si aujourd'hui vous achetez des tokens, du coup des cryptos Mhm. d'un projet qui à long terme va être
enfin, qui va être très utilisé et où Mhm. plein d'entreprises vont vouloir s'en servir, et Mhm. bah, vu que la quantité va quand même être limitée, alors pas dans tous les cas, mais en général, la quantité de crypto, on va dire, il y en a 100 milliards, il n'y en aura jamais un de plus. Si vous l'achetez aux prémices du coût d'utilisation, vous allez payer très peu cher parce que l'entreprise va se faire financer par Mhm. le biais notamment de ICO. On va venir financer un projet qui est en train de se créer en échange de tokens. Et ben, si on garde ces tokens et qu'on attend longtemps, par exemple horizon 4 ans, 5 ans, et que le projet est adopté massivement par des entreprises Mhm. qui sont prêtes à payer cher pour pouvoir se servir du service, et ben, tout simplement, ces mêmes entreprises vont devoir avoir des tokens, sauf que il sera de plus en plus rare et vous l'aurez acheté à un prix pas cher et vous allez pouvoir peut-être le revendre plus cher. C'est exactement comme le principe de la foire Mhm. que je vous expliquais tout à l'heure, où vous allez payer un ticket d'entrée et peut-être que plus tard, avec plus d'influence, vous allez pouvoir le revendre plus cher. Et tu penses en fait que l'effet d'avoir beaucoup de volatilité, c'est l'effet que la crypto-monnaie prend de la maturité? Parce que quand on va parler des devises, on va parler de l'euro-dollar, ou peu importe la devise, on n'a pas de volatilité si élevée comme les bitcoins, comme les autres crypto-monnaies en général. Tu penses en fait que l'effet que l'offre et demande va s'ajuster, on va arriver à un moment qu'elles seront pleinement utilisées, on va arriver avec une volatilité moins élevée et peut-être ça va être plus intéressant de vraiment d'utiliser comme monnaie d'échange en fait. Parce que pour l'instant, on sait que Tout à fait. ça peut être un bon investissement, du coup, comme tu as expliqué. Surtout que les dollars, l'euro, je vais partager l'image maintenant dans la vidéo pour voir la dévalorisation du dollar les derniers siècles. 80% des dollars ont été imprimés depuis 2008. Tous les dollars qu'on possède dans la planète aujourd'hui. Du coup, dans ce sens-là, on comprend, ok. Mais cette volatilité-là qui fait peur aux investisseurs, est-ce que la tendance, c'est de se réduire au fur et à mesure que les temps va passer? Alors, du coup, je suis plutôt d'accord avec toi, c'est-à-dire que petit à petit, à mon avis, la volatilité va se réduire. Parce que la volatilité, elle est là pourquoi au jour d'aujourd'hui? C'est que la blockchain n'est pas encore adoptée massivement. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui profitent du fait qu'elle ne soit pas adoptée massivement et que du coup, les gens ne s'en servent pas concrètement pour ses capacités, mais s'en Mhm. servent uniquement pour pouvoir spéculer. Ce qui fait Mhm. que du coup, les marchés bougent très rapidement. Mais des Mhm. projets qui, à terme, vont être de plus en plus utilisés par des entreprises, qui vont voir leur nombre de tokens arriver du coup à la supply maximum, c'est-à-dire au nombre maximum de tokens qui peuvent être émises dans la blockchain, eh bien on va arriver sur quelque chose qui va être de plus en plus stable, où les entreprises ou les différents acteurs particuliers vont être prêts à payer un certain prix pour pouvoir se servir Mhm. d'un service de la blockchain. Et du coup, on va petit à petit, je pense, tendre vers une Mhm. valeur qui va être un peu plus flat. Alors, on ne sait pas quelle sera cette valeur. Mhm. C'est-à-dire que on parle d'abaissement du coup de la volatilité, enfin, du moins des écarts de Mhm. valeur, par exemple pour le Bitcoin. Mais est-ce que cette stabilité va se faire aujourd'hui, alors qu'on est à 31 600 dollars à peu près ce matin, ou peut-être dans 5 ans, 10 ans, à 100 000, ou 200 000, ou 500 000? Mhm. Alors il y a des prévisionnistes qui vont de plus Ouais. en plus haut sur la valeur. C'est compliqué de savoir quelle sera cette valeur, mais par contre, dans une adoption massive de la crypto-monnaie et de la blockchain, on va forcément arriver à une valeur de plus en plus stable. Alors une Mhm. valeur qui pourra continuer de croître, mais qui Mhm. croîtra avec de moins en moins d'écarts journaliers. Ok, parfait. Et il y a toujours un comparatif entre les métaux, l'or et les crypto-monnaies. Parce qu'en fait, l'effet d'avoir une limitation d'unité, surtout pour les bitcoins, ça fait les gens penser que dans les cas d'une crise, les cryptos peuvent profiter en fait et garder de la valeur qu'on peut perdre en bourse avec une crise mondiale ou avec une crise, une pandémie, une crise sanitaire comme on a eu dans les cas de Covid. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut déjà réfléchir dans ce sens à long terme qu'avoir de la crypto dans les portefeuilles, ça peut être une sorte de secours en fait à la chute du marché boursier en général? Alors du coup, c'est une question qui est souvent discutée. Il y a beaucoup de gens là, c'est vrai, qui ont comparé le Bitcoin, par exemple, avec de l'or. Et d'autres analystes et spécialistes qui ont dit, c'est peut-être pas de l'or, on est peut-être plus proche de l'argent. Hmm. Alors, c'est assez compliqué comme question, parce que le Bitcoin est assez critiqué, bah, notamment pour son côté très volatile et très spéculatif. Après, c'est un peu tout comme peut l'être l'or, d'ailleurs, qui est très spéculé, qui est très acheté en période de crise et qui est très survendu à la fin de ces dernières. Après, comme on l'a dit avant, le Bitcoin a tous les principes d'une monnaie, donc comme on Mhm. l'a dit avec la notion de rareté, qui est très facilement échangeable, facilement transportable, qui est divisable en sous-unités. Est-ce que c'est une valeur refuge? D'un côté, on pourrait dire que oui, tout simplement parce que bah, sa quantité est limitée, comme peut Mhm. l'être l'or. Mhm. Ça demande de l'énergie et beaucoup de main-d'œuvre
pour Mhm. pouvoir en générer des nouveaux. Et il y a bien un moment où il n'y en aura plus. Mhm. Après, on a pu voir qu'actuellement, le Bitcoin était quand même assez corrélé au marché Mhm. et qu'il dépendait quand même beaucoup d'investisseurs qui Mhm. voulaient plus faire mumuse du coup avec le côté spéculatif que Mhm. vraiment pour se servir et garder sur le long terme. On peut voir sur les afflux du coup de transactions de crypto-monnaies qu'il y a de moins en moins de cryptos qui vont vers enfin, sur les exchanges pour être échangés. Et il y a beaucoup d'entreprises, enfin de plus en plus, Mhm. ou même de fonds, qui commencent à garder des réserves du coup en Bitcoin. Mhm. Et quand un actif est gardé en réserve et comme une petite part en fait du portefeuille, c'est bien que je pense que de plus en plus de personnes le considèrent comme valeur refuge. Et en fait, le Bitcoin sera tout simplement une valeur refuge quand un consensus mondial se dira, bah oui, Mhm. pour nous, c'est une valeur refuge. Donc, D'accord. je n'ai pas encore la réponse, mais c'est selon l'adoption petit à petit Mhm. des gens, des gros investisseurs, des grosses mains, comme on dit. Mhm. Si c'est eux le considèrent petit à petit de plus en plus comme une valeur refuge, alors ça Mhm. deviendra sûrement une valeur refuge. Et personnellement, je pense que c'est une bonne chose, bah, parce que tout simplement, le Bitcoin est complètement sur un autre système. Et Mhm. on échange des actions, par exemple, mais l'or, ce n'est pas pareil. Enfin, l'or, bien Mhm. sûr, maintenant, il y a beaucoup de papier Mhm. d'or, Mhm. c'est-à-dire qu'on vend des contrats, mais personne ne le possède en main propre, ou de moins en moins de personnes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas, on n'échange pas de l'or comme on échange une action, parce que ça n'a pas du tout les mêmes principes, ça n'a pas du tout Mhm. la même constitution. Et le Mhm. Bitcoin est un produit complètement novateur qui n'a pas du tout les mêmes fondamentaux que pourrait l'avoir l'or, mais qu'il ne faut du coup surtout pas confondre avec des crypto-monnaies qui sont vraiment indexées à des entreprises, où du coup on Mhm. sera potentiellement plus proche d'un marché action, où on va venir Mhm. financer bah, des développeurs, des boîtes Mhm. technologiques Mhm. qui vont du coup développer un nouveau produit sur la blockchain et qui vont le proposer et qui a du coup bah, en fait tous les grands principes d'une entreprise Mhm. plus que du coup celle d'un Bitcoin. Une chose intéressante que j'ai vue récemment, c'est que dans le monde, bon, déjà, les unités de Bitcoin sont limitées à 21 millions d'unités. Et dans le monde, on a plus que ça, des gens millionnaires. Du coup, si on part du principe que chaque millionnaire du monde veut avoir un Bitcoin, juste pour une collection, juste pour dire qu'ils ont une unité complète, ça va manquer déjà des Bitcoins pour tous les millionnaires du monde. Et déjà, beaucoup de gens qui sont pas millionnaires possèdent des Bitcoins, et plusieurs Bitcoins peut-être, ou des parties de Bitcoin. Ça fait déjà une rareté dans le sens qui, même pour ceux qui souhaitent avoir une unité complète, ça va être impossible d'ici à quelques années. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, ce que j'aime bien dans le Bitcoin, c'est que c'est pas une monnaie pour les riches ou c'est pas quelque chose qui est Mm. accessible qu'aux personnes qui ont Mhm. beaucoup d'argent. C'est vraiment accessible par tous. Et il y a beaucoup de personnes, alors pas non plus des milliards, mais il y a Mhm. beaucoup de personnes qui en ont acheté à des prix qui étaient tout à fait intéressants et qui aujourd'hui possèdent des petites fortunes Mhm. littéralement en Bitcoin. Parce que vraiment, c'est une monnaie pour tous. C'est pour Mhm. tous ceux qui croient en la décentralisation et en un Mhm. système qui ne dépend pas du coup d'une unité centrale et Mhm. qui veulent vraiment participer à leur propre réseau et Mhm. vraiment bah, donner les caractéristiques qu'ils veulent. Parce qu'en tant que Mhm. validateur, quand tu possèdes une crypto-monnaie, tu peux avoir un droit de vote sur un réseau tout entier et ta voix compte et c'est vraiment un système démocratique pur et du coup beaucoup de gens y croient de plus en plus et Mhm. donc que ce soit les grosses mains ou même les petites mains, tout le monde s'intéresse de plus en plus au Bitcoin et donc bon bah c'est pour ça aussi qu'on peut dire qu'à terme ça risque de devenir une valeur refuge. Et pour l'instant, je voudrais savoir comment on peut diversifier. Est-ce qu'il y a que les bitcoins, l'Ethereum, qui sont les principales crypto-monnaies du moment et comment on pouvait réfléchir dans le sens, quand je trouve une crypto-monnaie, comment je peux savoir si c'est vraiment quelque chose d'utile arrière? Les projets, c'est vraiment utile. Du coup, tout va dépendre de votre connaissance de la technologie elle-même. Mhm. C'est-à-dire que pour pouvoir trouver une crypto-monnaie, une future pépite Mhm. qui va pouvoir vraiment changer le monde et avoir une valeur très forte, enfin très élevée, il va falloir comprendre déjà les sous-jacents de la blockchain et à Mhm. quel point bah, est-ce que ça va pouvoir disrupter du coup le Mhm. marché. Ensuite, il y a des critères que tout le monde peut suivre Mhm. de plus ou moins près une fois que vous avez compris comment ça marche. Personnellement, avec Ayera, nous, on propose du coup des articles et notamment des sélections de crypto-monnaies qui nous semblent prometteuses. Mhm. Dans les grandes lignes, ce qu'on regarde beaucoup, c'est l'équipe qui se cache derrière le projet, parce que Mhm. la notion d'équipe est très importante. C'est que quelqu'un qui a jamais bossé dans la technologie de sa vie, je Mhm. ne vois pas trop comment il va pouvoir monter du tout seul une blockchain Mhm. qui nécessite quand même des très bonnes connaissances dans le codage et Mhm. dans le secteur informatique.
Donc, il va vraiment falloir regarder l'équipe et s'ils ont les armes et les capacités pour pouvoir créer un projet innovant. Bah, qu'est-ce que les gens ont fait dans le passé et pourquoi est-ce qu'ils Mhm. peuvent être amenés à réussir un projet d'ampleur au niveau mondial. Ensuite, il faut regarder pour moi la tokenomie, c'est-à-dire c'est la répartition des jetons d'une crypto-monnaie. Mhm. Comme on a pu le dire avec le Bitcoin, la tokenomie, c'est qu'il y en a 21 millions au maximum. Ok. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la valeur qui va être derrière va être fonction de l'adoption et du nombre Mhm. de tokens qui Mhm. seront disponibles. Et un token, par exemple, comme le VeChain, qui en a plus de 90 milliards, Mhm. et donc du coup, on a un token qui vaut à peu près 0,07 Mhm. dollars, ne Mhm. peut pas être la même qu'un Bitcoin à 32 000 dollars, tout Mhm. simplement parce qu'il y en a tellement une quantité énorme Mhm. sur le marché, bah, que la valeur va être plus faible. Donc c'est Mhm. littéralement comme en bourse, il faut regarder le nombre d'actions, donc le nombre de Mhm. tokens, pour pouvoir savoir si bah, la valeur qu'on a actuellement est surcotée ou sous-cotée. Parfait. Et dans ce cas-là de la tokenomie, il faut Mhm. aussi regarder à quel point elle est distribuée. C'est-à-dire que si on arrive avec un projet où il y a 100 millions de tokens, ce qui n'est pas forcément énorme Mhm. pour la blockchain, mais que le jour où on investit, il y a le lendemain, par exemple, il y a tous les jetons qui sont libérés, c'est-à-dire qu'on passe de, je ne sais pas, 100 000 tokens en circulation à 100 millions, vous pouvez être Mhm. sûr que le prix va chuter. Alors, bien Mhm. sûr, c'était un cas très imagé, ça arrive quasiment jamais, mais il faut Mhm. voir en fait dans le temps à quel point il va y avoir des nouveaux tokens qui vont être disponibles sur le marché en circulation pour Mhm. savoir si le projet et le prix du projet va pouvoir se tenir sur le long terme. Après, évidemment, du coup, il va y avoir la notion d'intérêt sur le long terme et Mhm. d'intérêt du marché pour ce type de technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a vu de plus en plus d'intérêt pour les NFT. Mhm. Donc, les NFT, c'est les non-fungible tokens. Donc, on en parle beaucoup dans le secteur de l'art. C'est tout cet art numérique où des œuvres sont achetées plus de 60 millions de dollars pour des images codées. Et ce qui fait en fait leur prix, c'est la notion de rareté. Et donc, bien Mhm. sûr, il y a des projets du coup bah, qui sont servis de cette hype sur les Mhm. NFT, par exemple, pour pouvoir proposer leur propre tech, leur propre plateforme d'échange de NFT et qui ont créé leur propre jeton du coup natif du Mhm. projet pour pouvoir échanger, pour pouvoir participer du coup à une marketplace d'échange de NFT. Donc il faut voir non seulement sur le court terme comment, enfin quelle est la vision des investisseurs sur Mhm. ce type de technologie, et il faut voir sur le long terme comment ça va pouvoir être adopté massivement et Mhm. quel sera le prix que les gens seront prêts à mettre du coup dans un projet. Parce que tout est notion d'anticipation. Quand on investit dans la Mhm. blockchain, on investit dans quelque chose en général qui n'est pas adopté et on Mhm. pense que ça va être adopté. C'est vraiment ça qu'il faut réussir à comprendre quand on Mhm. investit dans la blockchain, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément adopté, mais peut-être que demain, ça va être utilisé massivement et c'est ça qui fera le prix. Je me mets à la place de quelqu'un qui souhaite commencer à investir maintenant. Euh, pour faire un comparatif avec les sociétés dans la bourse, on sait, comme tu avais dit, il faut regarder l'équipe qui est derrière les projets. On fait la même chose dans la bourse. On va regarder le management, le PDG, qui est l'équipe derrière. Les projets en soi, c'est quoi l'utilité? Dans quel domaine d'activité on va l'utiliser? La même chose, on peut faire un comparatif avec les secteurs des sociétés qui sont dans la bourse. Donc, les secteurs, ils vont travailler, ils vont toucher quel domaine d'activité, quel type de clients ils vont toucher aussi. Mais ça peut sembler complexe pour un investisseur qui vient de débuter, où il peut prendre ces informations. Il va en fait commencer à comparer les cryptos et avoir de la doute, etc. Bon, on sait qu'il peut aller sur IRA Capital et aussi lire les articles et avoir déjà notre notion et ton expertise. Mais pour quelqu'un qui vient d'y commencer, il veut faire une analyse toute seule. Quels sont les sites qu'il peut aller chercher? Comment il peut commencer à trouver de nouvelles cryptos? Comment il cherche qui est derrière les projets? Comment toi, te faire ça, par exemple? Alors, du coup, j'allais en arriver à là. Mhm. Le site que j'utilise moi très souvent, c'est CoinMarketCap. Ok, CoinMarketCap, on mettra le lien du coup en dessous de la vidéo. C'est parfait. vraiment le site référence Mhm. où quasiment toutes les crypto-monnaies sont listées, Mhm. où on retrouve bah, les principaux traits de Mhm. des projets, donc en général la tokenomie, donc Mhm. combien de jetons il va y avoir en Mhm. circulation, combien il y en a actuellement en circulation. On Mhm. va aussi pouvoir trouver les liens des sites. Et il y a quelque chose qui est aussi important à regarder, donc je n'avais pas eu le temps du Mhm. coup d'expliquer encore ça, c'est qu'au-delà de regarder l'intérêt du projet, il va falloir aussi regarder le bon suivi de la roadmap et du Mhm. white paper. Donc la notion de white paper est très importante. Alors il y a aussi Mhm. le yellow paper Mhm. qui va traiter plutôt la partie technologique, mais si Mhm. vous ne maîtrisez pas la technologie ou le codage, ça va être assez compliqué de pouvoir Mhm. suivre ce qui a marqué. Donc Mhm. il va falloir faire un peu plus confiance du coup à la notion de white paper. Mais je Mhm. vous conseille du coup de savoir lire
et déchiffrer ce qu'il y a derrière un yellow paper pour pouvoir voir si ce qu'ils disent dans le white paper est vraiment ce qu'ils appliquent en termes de technologie. Et du coup, dans le white paper, vous allez retrouver toutes les informations utiles du projet. C'est-à-dire que vous allez voir un résumé, des cas d'application, des partenaires qui sont déjà créés, une roadmap qui va expliquer petit à petit qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé et qu'est-ce qu'ils prévoient de faire dans le futur. Et il faut vraiment que ce soit échelonné avec des dates. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de date, ça va être compliqué de pouvoir suivre à quel point est-ce qu'ils ont la capacité de produire la technologie qu'ils sont en train de créer. Ça veut dire pardon, t'es coupé. Ça veut dire que pour les cryptos aussi, on va avoir un document arrière, comme pour les actions, qu'on peut voir la présentation de la société, les bilans comptables, les comptes, les résultats, etc. Mais c'est plutôt un document qui va expliquer comment va fonctionner, comment fonctionne plutôt la technologie et qu'est-ce qu'ils attendent en fait à l'avenir de la technologie. C'est ça. Exactement. On va pouvoir retrouver vraiment toutes les informations, que ce soit de l'initial, pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette idée, que ce soit une présentation d'équipe avec un parcours de chacune des personnes, des investisseurs et des advisors. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui est utilisée aussi beaucoup dans le monde des startups, c'est que chaque projet technologique sur la blockchain a un board, comme n'importe quelle entreprise. Et regarder qui est au board et quels sont les investisseurs de ce projet, ça peut aussi vous mettre sur la voie de savoir si c'est un bon projet ou pas. Si par exemple, un projet en France est suivi par exemple par Xavier Niel, on peut penser que c'est quelque chose qui est quand même assez solidement ancré et qui a des bons fondamentaux. S'il n'y a aucun advisor et que le projet est créé un peu de toutes pièces, on va avoir une moins bonne capacité du coup à comprendre et savoir si sur le long terme ils vont vraiment pouvoir s'établir. Dans le white paper, du coup, on va trouver la roadmap, donc le suivi régulier du coup de ce qu'ils disent et voir s'ils l'appliquent vraiment. On va pouvoir trouver toute la tokenomie qui va être expliquée en détail. C'est-à-dire que des fois, on ne va pas la trouver sur CoinMarketCap. Il va falloir aller sur le site et sur le white paper pour pouvoir voir toute la tokenomie, toute leur distribution. Et des principes qui sont assez importants de regarder aussi, c'est par exemple les tokens, donc les crypto-monnaies qui vont être allouées aux équipes. C'est-à-dire que si un projet crée quelque chose, il y a 10 milliards de tokens en circulation, mais qu'il y en a 30% pour les advisors, 40% pour l'équipe et il n'y en a que 30% en circulation, c'est que globalement, vous allez payer leur train de vie, mais vous n'allez pas faire grand-chose de plus. Un projet qui peut sembler assez normal, c'est en général 10% alloué, par exemple, à la team. Et ces tokens-là vont être distribués, pas au bout d'un an, une fois que c'est listé sur un exchange et que du coup c'est échangeable, mais vraiment au fur et à mesure du temps. C'est par exemple, ça va être un déblocage au bout de 3 ans. Et tous les mois, ils vont toucher 2% de leur crypto-monnaie. Ça veut dire en fait qu'il y a que l'équipe dirigeante ne vende pas en fait tous ces tokens et c'est-à-dire qu'ils croient vraiment au projet. Ça veut dire en fait qu'il y a des équipes qui créent une crypto-monnaie dans la blockchain et en fait ils vont avoir la majorité des cryptos disponibles et ça veut dire que toutes les autres qui sont négociées, les prix vont augmenter. Et en fait, sont eux les principaux gagnants, c'est pas la technologie ou la société en général qui va utiliser la technologie. Exactement. C'est-à-dire qu'ils vont vendre un projet souvent un peu fictif pour se faire de l'argent sur le dos du coup des investisseurs. Donc il faut faire très attention du coup avec la tokenomie et qui va bénéficier des cryptos. Donc voilà, donc tout ça en général c'est encadré dans des smart contracts, c'est-à-dire que comme on l'expliquait tout à l'heure, les membres quand ils vont créer du coup la blockchain, ils vont dire voilà nous sur 10 milliards de crypto, on va en avoir 500 millions pour l'équipe, pour pouvoir tout simplement récompenser du coup les membres fondateurs et les membres, les développeurs. Mais ces 500 millions, on va les bloquer dans un smart contract où il y a marqué clairement que dans 3 ans, les premiers jetons vont pouvoir être débloqués avec une périodicité de 36 mois avec un déblocage à hauteur de, je sais pas, de 10% par exemple tous les mois. Une chose que je te propose, Antoine, c'était pas prévu. On a déjà beaucoup d'articles des crypto-monnaies d'Ayara Capital, mais on pourrait faire soit une vidéo, soit un article pour montrer si on rentre aléatoirement sur les sites que tu as cités tout à l'heure. On choisit une petite crypto et on commence à chercher les infos. Comme quelqu'un qui est chez soi à ces moments, commence à chercher et du coup on fait un peu les guides, comment les gens peuvent les faire pour trouver qui sont les gens derrière les projets, trouver les documents aussi qui va expliquer comment ça fonctionne. Ça peut être quelque chose d'intéressant qu'on peut faire pour les gens qui suivent cette vidéo. On va penser à ça. Si vous êtes intéressé, laissez dans les commentaires ci-dessous la vidéo. On va faire ça. Comme ça sera pédagogique dans le sens que tout le monde pourra voir comment faire une vraie analyse des crypto-monnaies pour la première fois. Et sincèrement,
Il y a beaucoup de vidéos sur l'internet, mais je pense pas avoir vu une vidéo de quelqu'un qui fait ça. Ça peut être vraiment intéressant. Surtout là, on parle d'investissement à long terme. Ça peut être vraiment quelque chose qui va donner vraiment une traçabilité. Qu'est-ce qu'il y a des valeurs vraiment arrière, les informations arrière les cryptos. Mais Carrément. je voudrais savoir aussi, sur souvent en bourse, surtout moi, je parle souvent des achats réguliers dans la bourse, de faire des achats mensuels. En fait, la personne va recevoir son salaire, elle va acheter des ETF, va acheter des actions pour faire en fait simplement atteindre des objectifs de long terme, que ce soit la retraite, que ce soit notre objectif. Donc on parle toujours des achats réguliers, ou DCA, la méthode des achats DCA. réguliers. Est-ce que pour les cryptos, ça serait intéressant pour un investisseur de long terme de trouver un bon point d'entrée aussi, les timings, qui souvent en bourse on dit que c'est la chose la plus difficile d'avoir. Normalement, on a la préférence de passer plus de temps possible. C'est les temps, c'est pas les timings, plutôt dans la bourse qui fait gagner à long terme. Est-ce que pour les cryptos, ça serait intéressant de faire des achats réguliers ou simplement trouver les bons timings pour entrer dans les cryptos et rester le plus longtemps possible? Comment tu penses qu'on peut faire? Alors du coup, pour rentrer sur les cryptos, pour moi, il y a deux possibilités. Tout d'abord, on peut suivre, comme en bourse par exemple, l'analyse technique et la combiner au fondamental pour savoir si le momentum est là et rentrer du coup à un prix qui nous semble très correct. Après, tout dépend en fait de la phase du marché à laquelle on est. C'est-à-dire que quand on rentre en phase de bull run et qui commence à s'intensifier, comme on a pu le voir assez récemment il y a quelques mois, où tous les jours je regardais et on prenait 5-10%. Mhm. Il peut sembler pas très pertinent du coup de rentrer en DCA parce que beaucoup de gens risque d'avoir le regret, quand on a une Mhm. hausse continue sur un mois, de se Mhm. dire bah, on est rentré à telle valeur et puis on n'a pas repris directement le train et du coup bah, le train est déjà parti et on a vu en fait des x10 qui se sont faits en l'espace de 1 ou 2 mois. Mhm. Donc la notion de timing en crypto est encore plus véridique pour moi que la notion de timing en bourse. Mhm. Alors du coup moi je suis aussi investisseur en bourse, donc je Mhm. connais un peu les deux types de marchés. Mhm. Et avant même d'avoir fait de la crypto, je faisais de la bourse. Du coup, c'est assez compliqué. Dans une phase comme aujourd'hui, où il y a quand même une grosse incertitude, où tous les jours on voit des variations du Mhm. Bitcoin qui a pu passer de 29 000 à 35 000, qui après repasse à 32 000, Mhm. clairement je pense que la méthode du DCA peut être adaptée. Mhm. Mais tout va aussi dépendre de votre notion et de votre capacité à comprendre la blockchain. C'est-à-dire que moi j'ai des projets à titre personnel qui depuis un mois ont fait 100%, Mhm. tandis que tous les marchés chutaient Mhm. ou restaient vraiment dans un petit couloir, en Mhm. ranch comme on dit, Mhm. et du coup qui stagnaient. Mhm. Donc il y a toujours des projets qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu, pas parce qu'en fait ils ont un intérêt du marché et pour le moment ils sont tellement sous-cotés Mhm. que la moindre adoption d'une entreprise ou d'utilisateur va faire que ça va monter. Et pour expliquer ça, c'est notamment le cas de crypto-monnaies dans les jeux vidéo, parce Mhm. que les gamers vont beaucoup moins suivre l'actualité financière et en fait bénéficient des cryptos au sens pur du terme, c'est-à-dire qu'ils vont se servir de la blockchain pour Mhm. pouvoir jouer et pour pouvoir avoir des rewards et vont Mhm. moins regarder si Bitcoin vaut 30 000 Mhm. ou vaut 35 000. Donc, tout va dépendre en fait de votre profil de connaissance et de votre profil d'investissement. Si vous avez une grosse aversion au risque et Mhm. que vous voulez investir et rentrer dans le bateau et plus vous embêter, eh ben vous pouvez investir en one shot. C'est-à-dire Mhm. que si tous les mois il faut vous connecter ou passer par des plateformes et investir de Mhm. façon régulière et que vous, en réalité, vous en fichez de rentrer à 33 000 sur le Bitcoin ou à 29 000, mais Mhm. que vous avez vraiment une vision long terme, vous pouvez rentrer en un seul coup. Ça va diminuer le nombre de frais de transaction et au Mhm. moins vous serez dans le bateau et après vous regardez plus votre portefeuille pendant longtemps. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je connais bon nombre d'investisseurs qui ont dit moi j'achète et je regarde Mhm. plus. Et Mhm. puis au final, tous les matins, c'est un petit regard du coup sur les marchés de la crypto. Et en réalité, du coup, il y a beaucoup de panic sell. Et puis quand on voit Mhm. les marchés chuter, et ben, petit à petit, ils vont peut-être aussi se mettre à vendre, Mhm. alors qu'en fait, ils avaient une vision long terme. Donc c'est Mhm. pour ça que je pense que pour un nouvel investisseur qui ne connaît pas forcément la crypto-monnaie, la méthode du DCA va être assez opportun. Mhm. Tout simplement parce que vous allez vous dire on va mettre 1 000 euros par exemple, 1 000 $ dans la crypto-monnaie. Mhm. Pendant un an, on va mettre 100 $ par mois. Au moins, vous Mhm. lissez votre prix d'entrée. Vous avez un Mhm. PRU moyen qui risque d'être plus faible. Et Mhm. surtout, en fait, vous diminuez votre risque fondamental sur les marchés. Quand on voit que c'est très volatile et que le Bitcoin a pu passer de 67 000 à 29 000 $ en pas très longtemps, ça peut être intéressant de rentrer par palier
Et comme ça, Mhm. vous diminuez votre risque. Et puis aussi, vous avez la possibilité de vous placer sur des nouveaux projets qui vont Mhm. peut-être aussi chuter. C'est-à-dire que l'avantage du DCA est de ne pas mettre toutes ses billes d'un seul coup. C'est que au fur et à mesure de votre apprentissage du coup de la crypto-monnaie, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, ce dans quoi vous aviez investi, bah, c'était peut-être pas la meilleure idée. Et peut-être Mhm. qu'en fait, il va falloir changer de main, Mhm. changer de projet. Et du coup, ne pas tout avoir investi d'un coup et garder bah, en fait, cette notion de liquidité dans votre marché Mhm. va vous permettre, au fur et à mesure de votre compréhension de la crypto-monnaie, d'investir dans des projets qui vont peut-être vous sembler plus pertinents ou qui correspondront peut-être plus à votre vision de l'investissement et à ce que vous voulez en faire. Tu as parlé d'aversion au risque, ça c'est une chose intéressante, surtout pour ceux qui investissent à long terme, qui ont de l'immobilier, qui investissent en bourse. Si déjà les sujets est assez complexes, vous n'arrivez pas à comprendre, etc., on va vous conseiller des lectures, des vidéos, etc., pour commencer à comprendre les sujets, parce qu'il a des bases, on doit comprendre quelque chose qu'on met de l'argent dedans. La deuxième chose, c'est par rapport aussi ton aversion au risque comme investisseur. Si vous avez peur de la volatilité ou si vous n'êtes pas sûr de l'investissement, vous n'allez pas placer 20%, 30% de votre patrimoine dans les cryptos. C'est quelque chose aussi que vous pouvez mesurer les risques avec les poids que vous donnez. Si vous avez trop peur, par exemple, des cryptos, vous vous dites non, c'est pas pour moi. Mais est-ce qu'il dit zéro, par exemple, ça va gêner? Peut-être pas. Du coup, vous voyez que c'est vraiment la notion des combien d'argent on met dedans. C'est là qu'on commence à avoir de la peur ou simplement on commence à être à l'aise avec l'investissement. Du coup, il faut connaître la version risque, connaître si vous êtes conservateur ou pas pour savoir exactement à quel point on doit arriver par rapport les poids des cryptos dans les portefeuilles. On va parler de ça après, mais d'abord, je voulais te demander, on va dire les intermédiaires des cryptos, par exemple les courtiers. Si quelqu'un veut acheter un crypto maintenant pour la première fois, normalement il peut aller sur Binance par exemple. Il achète du Bitcoin, d'Ethereum, les classiques. Il a, on va dire 70% Bitcoin, 30% Ethereum, et il va garder dans la plateforme. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Alors, tout va dépendre aussi de votre montant que vous allez investir. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des solutions en fait qui vont vous permettre de stocker votre crypto-monnaie de façon beaucoup plus sûre. C'est-à-dire Mhm. que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la crypto et comme on a expliqué dans la blockchain, il y a une notion de clé publique et clé privée. Et Mhm. en fait, cette clé privée, quand vous êtes chez Binance par exemple, ou chez quasiment n'importe quel intermédiaire, c'est pas vous qui détenez votre clé privée, c'est pas vous Mhm. qui détenez la capacité à envoyer ou à gérer votre argent. Mhm. C'est la plateforme par laquelle vous allez passer qui va Mhm. détenir ce droit et qui va vous Mhm. permettre de faire des retraits ou d'envoyer de l'argent ou de faire des transactions. Mhm. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est que vu que vous n'avez plus la capacité de le faire vous-même, si l'entreprise qu'il y a derrière, donc le courtier de crypto-monnaie n'est pas fiable, ou s'il se fait arnaquer, Mhm. s'il est moins bien, enfin s'il n'est pas assez bien sécurisé, ou tout simplement si en fait l'équipe dirigeante n'est pas fiable et Mhm. décide de partir, comme Mhm. on l'a vu dans pas mal de cas dans le passé, Mhm. eh bien vous pouvez tout perdre. Donc après, bien sûr, il y a des solutions qui vont vous permettre de limiter le risque. Par exemple, déjà passer par des plateformes qui sont fiables ou qui sont réputées, qui sont également régulées. Alors, on entend beaucoup, il y a pas mal de scandales avec Binance ces dernières semaines, avec des pays qui disent qu'en fait, ils n'ont pas d'autorisation de faire du trading. Mhm. J'ai toujours trouvé Binance personnellement très fiable. Mhm. Après, ça, c'est à vous de juger de Mhm. l'équipe et de la fiabilité d'un projet. Actuellement, il y a une boîte française du coup qui s'appelle Mhm. TheBitex, selon la prononciation, qui est en train de passer du coup toutes les régulations pour Mhm. être régulée en France et être certifiée par l'AMF. D'accord. Donc, bah, ce qui va présenter vraiment une sûreté pour bah, tout votre portefeuille de crypto-monnaie, avec une assurance du coup derrière les fonds que vous mettez, Mhm. qui vient vous protéger. Si vous commencez à avoir des montants assez intéressants, vous pouvez les mettre sur différents courtiers et du coup, bah, encore une Mhm. fois, vous limitez le risque bah, de tout vous faire voler et parce que vous êtes sur différentes places financières. Mhm. Ce qui va vraiment compter quand même, c'est de trouver des projets, enfin, des courtiers qui sont fiables. Et Mhm. une fois qu'on parle de jolis montants, Mhm. vous allez pouvoir vous acheter par exemple des clés privées. Donc, Mhm. alors, soit il y en a en fait même des versions gratuites. Donc, c'est le cas par exemple de MetaMask, qui est Mhm. du coup une extension que vous pouvez avoir sur votre Chrome, sur votre Mhm. Mozilla, Mhm. qui va être un wallet directement intégré dans votre navigateur, où Mhm. vous êtes le seul décisionnaire, vous êtes le seul à avoir accès, et vous allez pouvoir faire des transactions directement sur MetaMask et stocker. Mhm. Sauf que c'est quand même une clé chaude, c'est-à-dire qu'elle est quand même connectée à Internet. Si quelqu'un vient vous pirater votre ordinateur, on pourra potentiellement vous Mhm. voler votre crypto-monnaie. Tout le monde dit que c'est extrêmement fiable.
Bien Mhm. sûr, ça l'est sur le principe, mais si vous commencez à avoir des vraiment grosses sommes, il y a toujours un risque Mhm. qu'il y ait quelqu'un de malveillant qui vienne essayer de vous voler les informations pour pouvoir Mhm. vous connecter à la clé et vous voler du coup ce que Mhm. vous avez dessus. La deuxième solution pour stocker, enfin la troisième du coup, soit vous Mhm. stockez sur les exchanges, soit sur des wallets type Mhm. MetaMask, soit vous pouvez stocker directement sur ce qu'on appelle une clé Ledger. Alors, il n'y a pas que Ledger, il y a aussi Trezor, il me semble, qui propose des clés similaires. Mais Ledger, en fait, c'est tout simplement comme une clé USB que vous allez pouvoir connecter à votre ordinateur, par exemple, qui va détenir des Mhm. clés privées et qui va être stockée, on va dire, en cold wallet. C'est-à-dire que la clé n'est pas connectée à Internet. Donc, sur le principe, personne ne peut entrer dessus. C'est très Mhm. sécurisé et vous allez pouvoir stocker toute votre crypto-monnaie directement sur votre clé Ledger. Et ensuite, vous allez pouvoir du coup manier directement via une application qui est une interface. Vous allez pouvoir manier du coup votre crypto-monnaie, valider les transactions que vous voulez faire. Vous allez pouvoir aussi staker. C'est-à-dire qu'il y a une notion dont on n'a pas trop parlé, mais aujourd'hui, vous pouvez valider des protocoles de blockchain. C'est-à-dire que quand vous détenez de la blockchain, Mhm. vous allez pouvoir participer au réseau et être Mhm. rémunéré comme n'importe quelle personne qui vient assurer la fiabilité de la blockchain. Donc du coup, Mhm. vous allez pouvoir tout simplement être rémunéré. Donc on parle de APY, donc en fait c'est des retours sur investissement directement dans la Mhm. crypto, et ça peut être très intéressant. On parle souvent de 8 à 25-30% par an D'accord. de récompenses, de reward Mhm. sur le staking. Et en fait, sur votre clé Ledger, vous allez pouvoir stocker un bon nombre de crypto-monnaies. Alors, pas les tout petits projets qui sont inconnus du grand public, mais vraiment dès que le projet est suffisamment fiable et suffisamment gros, vous allez avoir la possibilité de télécharger l'application qui va vous permettre d'avoir votre clé privée directement sur la Ledger et vous allez pouvoir après stocker, manager, Mhm. donc pouvoir avoir des rewards, pouvoir envoyer, effectuer des transactions. Donc voilà en gros ce qui est une clé Ledger. Donc, du coup, moi j'en ai une à titre personnel. Donc c'est la dernière en fait qui a un écran tactile. C'est comme en clé USB. Alors c'est comme une clé USB, vous voyez en fait, que tout simplement vous allez pouvoir brancher. Alors là c'est de Mhm. l'USB-C. Et Mhm. en fait, vous allez pouvoir la connecter à votre ordinateur et pouvoir manager directement depuis une application mobile ou depuis une plateforme sur votre ordinateur toute Mhm. la crypto qu'il y a dedans. Et en fait, par exemple, pour pouvoir accéder, pour pouvoir faire des transactions, il va y avoir un mot de passe. Donc, c'est un mot de passe de 8 chiffres, donc, Mhm. qui est plutôt impossible à Mhm. voler. Et vous allez détenir du coup en propre votre clé privée qui vous permettra de récupérer votre ledger dans le cas, par exemple, où vous la perdiez et vous allez quand même pouvoir récupérer vos actifs, évidemment, qui sont dessus, grâce à cette clé que je Mhm. conseille de garder du coup au chaud et surtout pas sur Internet. Mhm. Donc plutôt en cold, hein, comme on dit, sur un Mhm. papier, vous pouvez la noter. Mhm. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir accès à tout le contenu et toutes les cryptos du coup Mhm. qu'il y a directement sur votre clé. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une petite vidéo sur l'utilisation, par exemple, de Binance Mhm. et l'utilisation du Ah, coup d'une clé parfait. Ledger Ça qui peut serait être vraiment assez cool. compliqué. Donc voilà. Mhm, parfait. Parce que je pense que la majorité d'investisseurs à ce moment gardent en fait ces fonds sur Binance, ou notre courtier peut-être, mais la majorité reste comme ça. Mais évidemment, comme on avait parlé tout à l'heure des versions risque, ça dépend vraiment de combien d'argent tu en as dedans. Par exemple, moi, je suis dans Binance. Comme tu avais dit, si les mecs de Binance ils décident de partir avec les cryptos, mes cryptos sont dedans. Mais déjà, j'ai investi une quantité dans les cryptos qui ne me gêne pas si les cryptos tombent 80%. Parce que moi, je sais bien mon niveau de version risque et je sais combien j'ai mis dedans. Et du coup, ça dépend vraiment de chacun. Et ça serait très intéressant de montrer aussi dans la pratique comment les gens peuvent faire pour sortir des cryptos des Binance, par exemple. On peut même utiliser moi comme mon exemple. On peut faire vraiment un cas réel et on peut utiliser dans ce sens-là. Parfait. Parfait. Du coup, on pourra faire ça. Et juste pour parler un petit peu de tarifs, une Mhm, clé comme ça coûte entre 80 et mhm, 130 euros à peu près. Donc c'est pour ça que si on parle d'investissement à hauteur de 200 euros, il ne semble pas du tout pertinent d'acheter une clé qui coûte ce prix-là. Mais quand vous avez plusieurs milliers d'euros en crypto, ça peut sembler pertinent d'en mettre une partie là-dessus mhm, et de garder le reste. Moi, c'est ce que je fais par exemple. J'ai à peu près 50%, 60% de ma crypto qui est mhm, sur cette clé. Et puis en fait, après, j'ai les autres 50%, 40% qui sont répartis dans plusieurs courtiers. Ce qui me mhm, permet du coup, encore une fois, de limiter le risque et limiter mhm. la casse en cas de scam. Dis-nous aussi quels sont du coup les courtiers que tu utilises. Ça peut être intéressant pour les gens savoir quels sont les courtiers que tu trouves plus fiables à ces moments. Alors en fait, pour moi, chaque courtier du coup a sa propre utilisation. Mhm, C'est-à-dire que Binance, qui fait partie des courtiers majeurs, a pour celui-là beaucoup de crypto-monnaies différentes disponibles. mhm, Mais vu que j'aime bien investir dans la tech et j'aime bien investir avant même
que les cryptos soient connus. Et du moment où une crypto passe sur Binance, en général, ça monte très fortement. Parce qu'ils ont une capacité de financement, il y a un volume de transactions qui est énorme, en fait, tout simplement. Donc, prendre que des projets qui sont sur Binance, c'est déjà pour moi être entré dans le train du projet un peu trop tard. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aussi par de nombreux autres courtiers qui vont faire ce qu'on appelle des listings. Ils vont lister des projets de crypto-monnaie. Donc, par exemple, j'ai participé à plusieurs ICO et il y en a qui sont arrivés sur Probit. Donc, Probit, c'est un exchange qui est basé en Corée du Sud, il me semble. Après, j'utilise aussi Gate.io, qui est un très, très gros courtier aussi, qui, je trouve, est très fiable et qui vont proposer qui vont être un peu plus facilement négociables pour des projets de plus petite envergure qui ne sont pas encore aussi connus que d'autres, d'être listés et d'avoir accès du coup à une grosse plateforme d'échange. Parce que par exemple, pour entrer sur Binance, il faut répondre à un très lourd cahier des charges, avoir un certain volume d'intérêt en fait, qui fait que des projets qui ne sont pas encore très connus ne vont pas avoir la capacité d'être listés dessus. Et puis alors, je ne connais pas exactement le tarif, mais ça coûte aussi très cher d'être mis sur Binance parce qu'on sait que ça va faire propulser le projet à haut niveau. Donc évidemment, ils se rémunèrent aussi là-dessus. Et donc, du coup, des plus petits projets n'auront pas forcément l'argent ou l'intérêt de se mettre tout de suite sur des courtiers majeurs. Donc après, parmi les plus connus, il y a Coinbase, que j'utilisais avant et que j'utilise aujourd'hui moins, et que d'ailleurs j'ai fermé le compte parce qu'il n'y avait que des projets majeurs et ça ne m'intéressait pas d'avoir que des projets très très connus. Donc pour résumer, beaucoup de Probit pour cerner des tout petits projets, des fois qui sont listés via des ICO, Gate.io, Binance. J'ai aussi un compte chez crypto.com, tout simplement parce que j'avais une carte de paiement en crypto-monnaie directement chez eux et qu'en fait j'étais un de leurs premiers utilisateurs à l'époque. Et du coup, j'avais acheté de leur crypto native qui s'appelle, il y a le CRO et le MCO. Et du coup, j'en avais acheté pas mal à l'époque et ça a plutôt pas mal marché. Donc, je suis resté client d'eux et c'est assez intéressant avec la notion de cashback sur la carte. C'est-à-dire qu'on peut payer en monnaie fiduciaire, mais on touche un cashback d'un certain pourcentage en crypto-monnaie. Et donc, quand on croit en le projet, à chaque fois que je paye avec ma carte, je touche de leur crypto-monnaie. Et si, vu que je crois en eux et je pense qu'ils vont continuer de bien se développer, ça risque de prendre de la valeur. Pour quelqu'un qui veut commencer à investir dans les cryptos à long terme, vraiment veut garder quelqu'un qui dit « Ok, je pense que dans 10 ans, on va utiliser des plus en plus ». Du coup, après la chute de Bitcoin des 60 000 à 30 000, bon, c'est déjà une chute de 50%, ça peut sembler intéressant à long terme de rentrer dans ces points-là. Je ne sais pas ce que tu penses par rapport à ça, mais tu peux ajouter après avec ta réponse. Mais quelles sont les étapes à suivre pour quelqu'un qui vient investir à long terme? Qu'est-ce qu'il doit faire d'abord pour arriver à investir vraiment à long terme? Alors tout d'abord, je dirais un peu comme ce qu'on a déjà pu dire, il va falloir comprendre la tech et ses sous-jacents pour pas se faire avoir et investir dans un produit qu'on maîtrise. C'est un peu ce que dit souvent Warren Buffett, mais investir dans ce qu'on connaît, c'est quand même primordial, parce que ça va nous permettre de ne pas faire les erreurs que n'importe quel investisseur pourrait faire en rentrant les yeux fermés. Donc comprendre la tech, c'est aussi comprendre les enjeux et pouvoir cerner les projets qui vont vous permettre en fait d'avoir une meilleure rentabilité sur le long terme et de savoir lequel va pouvoir se développer sur le long terme et lequel risque de s'arrêter parce qu'en fait, il peut être confronté à un problème structurel qui va bientôt arriver. Comprenez dans quoi vous investissez, pour moi, c'est quand même primordial. Une fois que vous avez compris, du coup, vous allez pouvoir faire votre profit d'investisseur. Vous allez pouvoir comprendre votre aversion au risque, est-ce que vous êtes prêt à investir et savoir à l'avance quel est le montant que vous allez pouvoir mettre et vous permettre de perdre. Parce que comme on l'a vu actuellement, et comme tu as pu le dire, le Bitcoin qui a pris moins 50%, il y a des projets qui ont perdu 60-70% même. Il faut avoir les reins solides et croire dans ce que vous investissez pour pouvoir vraiment garder votre optique d'investisseur au long terme et être rentable dans la durée. Une fois que vous avez cette partie-là, que vous savez les fonds que vous allez allouer, que vous connaissez le produit dans lequel vous investissez, tout simplement, il va falloir vous inscrire chez un courtier. Donc personnellement, moi du coup, comme je le disais, j'utilise beaucoup Binance pour les grosses crypto-monnaies. Donc dans un premier temps, je pense qu'un bon profil d'investissement, ça va être d'investir dans des projets qui sont quand même assez connus, où on a beaucoup d'informations sur Internet, qui sont très suivies et surtout qui ont un vrai volume d'échange. C'est que moi, j'ai été confronté dans le passé, je le suis toujours aujourd'hui, par des cryptos qui ont certes une belle valeur, où j'ai des très belles plus-values latentes, mais en fait, la notion de liquidité n'est pas toujours très fiable sur le marché de la crypto-monnaie.
Et il ne faut pas oublier que la valeur que vous avez et qui est affichée, s'il n'y a pas de contrepartie de marché derrière pour racheter vos positions, vous n'allez pas pouvoir vendre. Et du Mhm. coup, la notion de volatilité en fonction de votre investissement, alors bien sûr, si vous mettez 200 euros par exemple, Mhm. vous ne serez pas confronté à ce type de problème. Mais Mhm. quand vous investissez un petit peu plus, il y a des projets sur lesquels vous allez être confronté, surtout sur des petits exchanges qui ont des très faibles volumes. C'est ce qui Mhm. arrive globalement jamais avec Binance. Et c'est pour ça que c'est intéressant en fait, de commencer avec eux. C'est que le prix que vous payez et que vous vendez, c'est le prix qui est affiché. Et il y Mhm. a beaucoup moins de soucis structurels, il n'y a pas de bugs, les frais sont minimes. Mhm. Parce que voilà, pour choisir un courtier quand vous allez commencer pour acheter vos premières crypto-monnaies, je pense que c'est pertinent aussi de regarder l'interface du Mhm. courtier Si c'est pour que ce facile, soit si... compréhensible. Parce Mhm. que si c'est du charabia, Mhm. alors aujourd'hui, avant Binance, c'était assez compliqué. Ils ont Mhm. sorti, il me semble, une version un peu débutant qui vous Mhm. permet d'acheter et de vendre de façon très simple. Alors, Avec des je ne l'ai cartes jamais testé. bancaires, c'est très Voilà, avec une facile. carte Franchement, c'est très bancaire, facile. on peut juste payer, on peut même faire des virements. Mhm. Il suffit de cliquer sur acheter le nombre de cryptos qu'on veut. Tout se fait très facilement. Alors, je ne me suis jamais Mhm. servi de cette version, mais a Mhm. priori, c'est très simple. Donc voilà, choisir un courtier qui a une interface fiable, un courtier qui est lui-même fiable et facile. Mhm. Et une fois que vous avez tout ça, vous créez votre compte, créditez votre compte. Le plus simple, je pense, pour commencer, c'est quand même par carte bancaire, Mhm. pour pouvoir tester, faire vos premiers achats, Mhm. sélectionner vos projets. Une fois que vous connaissez votre profil d'investissement, vous savez combien vous pouvez mettre. Après, Mhm. vous allez faire une petite sélection de projets. Je pense que pour bien débuter, c'est pas mal d'avoir du Bitcoin, de l'Ethereum, Mhm. qui sont quand même les deux Mhm. grosses cryptos, et garder une petite partie dans des projets qui valent peut-être moins cher, enfin, Mhm. pas moins cher en termes de prix unité, hein, mais moins cher en termes de valorisation, Mhm. et qui du coup ont peut-être un potentiel de hausse un peu plus intéressant, et Mhm. mettre, je sais pas, 5-10% de ce capital directement dans des crypto-monnaies Mhm. qui sont plus petites, et garder, je pense, du cash, vraiment du Mhm. liquide, pour pouvoir racheter des baisses potentielles sur le marché. Et comme ça, vous avez votre portefeuille, vous savez dans quoi vous engagez, vous Mhm. savez ce que vous êtes prêt à perdre, vous connaissez votre courtier, vous connaissez le marché dans lequel vous investissez. Et Mhm. déjà, c'est pour moi toutes les clés de la réussite. Et Mhm. après, bien sûr, il va falloir être patient, peut-être même Mhm. très patient. Mhm. Comme on a pu le voir avant, les phases de bull run durent pas forcément très longtemps. Et Mhm. puis, des fois, ça stagne et ça a stagné pendant très longtemps entre les deux derniers bull runs. Donc, pour le moment, on attend. Pour faire un petit point de marché actuel, on est dans une phase, du coup, comme on l'a dit, qui stagne. Mais Mhm. c'est aussi une phase d'accumulation. On a vu de plus en plus d'institutions, de Mhm. banques de fonds Mhm. annoncer que, du coup, ils en achetaient, ils les Mhm. gardaient en réserve. On a vu de plus en plus de grosses banques, comme il me semble Goldman Sachs, qui vont permettre à leurs clients de négocier des contrats sur le Bitcoin. Donc, Mhm. c'est quelque chose qui est de plus en plus adopté, qui va être de plus en plus accumulé, du coup, par les grosses fortunes, par les gros fonds, par des grosses entreprises comme MicroStrategy le fait Mhm. aujourd'hui. Et ils possèdent des milliards et des milliards en Bitcoin et ils continuent d'en acheter tout le temps. Donc on est dans une phase d'accumulation. On ne sait pas trop où le marché va. Mhm. Les points à regarder, c'est qu'il y a une résistance, on va dire, un support aux 30 000 Mhm. dollars. Si ça casse, on ira sûrement chercher vers les 20 000 dollars. Ok. Donc, on est encore dans une phase d'incertitude. On voit qu'à chaque fois qu'il y a un pump sur le marché, qu'il y a Mhm. une volonté du coup acheteuse, très rapidement, il y a des contreparties qui viennent vendre encore plus de Bitcoin, qui fait que le prix rechute assez vite. Il y a Mhm. beaucoup de grosses mains qui sont sur le marché, qui vendent assez massivement, qui en rachètent massivement. Donc, Mhm. il faut faire attention, d'où l'intérêt du coup de la méthode DCA dont on parlait avant, qui vous Mhm. permet du coup de limiter votre risque, surtout si vous commencez aujourd'hui. Ne soyez pas pressé, investissez à votre rythme, faut vraiment prendre le temps de comprendre ce qu'il y a derrière Mhm. pour rentrer de façon un peu plus sereine et pérenne du coup sur long terme. Les C'est gens un qui marathon, sont voilà, c'est pas un sprint. exactement, les gens, je pense que les gens qui me suivent depuis cette dernière année que j'ai créé ma chaîne YouTube, ils sont déjà habitués avec mes conseils de long terme. Et beaucoup des choses que t'as dit là, ça ressemble beaucoup à un investissement classique en bourse à long terme, de choisir un courtier, de savoir sur quoi on va investir, de connaître ce qu'il y a derrière, au moins savoir, ok, ces cryptos, elle est utilisée dans quel cas, comment on peut l'utiliser, quelle est la valeur arrière, quelle est l'équipe arrière, comment elle a été créée, est-ce qu'elle est limitée, tous les critères que tu avais bien expliqué au début de la vidéo. Aussi connaître la version risque, savoir en fait si je suis prêt pour avoir 10% de mon patrimoine ou 5% ou 1% de mon patrimoine en crypto. Il faut connaître ces risques-là aussi liés à la version, liés au poids que vous allez avoir dedans.
Car bien sûr, si vous avez 50% de votre portefeuille sur les cryptos et que ça tombe 50%, ça peut faire du mal. Mais si vous avez 3% de votre portefeuille, ça tombe 50%, ok, c'est 1,5% perdu de patrimoine. Mais si un jour ça fait 5 ou 6 fois les potentiels de hausse d'ici 10 ans, on va dire, pour exagérer dans l'étanie, pour dire que la technologie va marcher dans 10 ans, là, vous allez transformer 3% en une vingtaine de pourcents dans votre portefeuille. Là, vous allez être largement gagnant. Toujours, il y a aussi les potentiels, les risques. Comme en bourse, Exactement. comme en Le bourse, risk-reward qui est d'autant plus pertinent en exactement. crypto. C'est Et directement c'est proportionnel, en fait, les risques et les gains qu'on peut avoir. exactement. Et du coup, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Quand vous allez mettre un petit pourcentage de votre portefeuille, beaucoup vont dire, mais c'est trop risqué la crypto-monnaie, on n'investit pas dedans. Mhm. Mais en fait, jusqu'à maintenant, jusqu'au jour Mhm. d'aujourd'hui, le profil risk-reward a Mhm. été vraiment hyper bénéfique pour tous les Mhm. investisseurs en crypto. Mhm. Parce que quand on risque, je ne sais pas, on investit 1000 euros Mhm. et on a 10 000 euros de patrimoine, donc ça fait 10%, c'est déjà énorme. Mhm. Alors certes, on prend un risque de perdre 500, mais il y a beaucoup de cas contraires quand même où le bénéfice a été largement dépassé. Mhm. Des projets qui ont fait du x4, x5, Mhm. x10, j'ai même fait du x30, du x40 Mhm. sur certains projets. Mhm. Donc risquer 500 ou risquer 1000 pour potentiellement gagner beaucoup plus, ça c'est à vous de savoir si vous êtes prêt à le faire. Mais en tout cas, voilà, cette notion de risque, elle est quand même à nuancer parce que du Mhm. coup, il y a une notion de bénéfice derrière qui est assez importante. Et là, je vais parler d'une chose que ça peut sembler polémique aussi, hein. Je sais que les cryptos sont très risqués, mais je connais beaucoup des petits investisseurs qui ont, pendant la crise Covid, fait un petit portefeuille PA avec plein de biotech qui ont jamais fait de bénéfices. Et là, les gens pensent en fait, ah, il y a une société, il y a des gens qui bossent dedans, il a moins de risques. Bah, si vous connaissez pas non plus ce que la petite société elle fait, vous allez risquer, comme une crypto que vous allez acheter aléatoirement sur l'internet. Du coup, toujours faites attention vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière. Peu importe si c'est la crypto, ce soit des sociétés, avoir de la diversification surtout. Si vous avez de la diversification, vous allez être bien. Moi, de mon point de vue d'investisseur de long terme, je vois les cryptos vraiment comme sous-catégorie de la technologie. Donc, on va dire, la technologie pèse 20% de mon portefeuille, juste un exemple. Si la blockchain et les cryptos sont une partie de la technologie, je vais faire ça peser une sous-catégorie de mon portefeuille. Ça veut dire que je vais faire ça peser selon mon aversion risque des 2%, 3%. Les cryptos dans un portefeuille aussi, ça fait une partie de la technologie. Peut-être si vous n'avez pas beaucoup de technologie dans les portefeuilles de long terme, dans la bourse, ce serait intéressant d'ajouter 1 des 3% des cryptos dedans aussi, si vous êtes prêt, si vous comprenez comment ça fonctionne. Et il y a quelque chose du coup à re-rappeler, mais bon, on ne dit Mhm. jamais trop. Quand vous investissez en crypto, vraiment, vous investissez pas dans une coquille vide, comme pourraient le faire croire pas mal de personnes qui sont un peu contre la Mhm. technologie blockchain. Bien sûr, il y a des projets qui vont être des coquilles vides. Ça, c'est votre rôle d'analyste en Mhm. fait et d'investisseur de savoir Mhm. bah, lesquels possèdent vraiment des vrais arguments et lesquels sont bidons. Mais en fait, vraiment derrière chaque projet sur la blockchain, derrière chaque entreprise, en fait, il y a une vraie équipe des développeurs, une notion de marketing qui est hyper importante que j'ai pas trop eu le temps de développer tout à l'heure. Mais quand on veut chercher un bon projet, non Mhm. seulement il faut voir l'équipe, la tokenomie, Mhm. l'intérêt du marché sur la technologie qui va être proposée, mais il y a aussi une notion très importante sur les partenaires et le marketing. Parce que en fait, c'est un peu comme tout. Une boîte qui aura un très bon marketing, du coup, Mhm. elle va être très connue de Mhm. plein d'investisseurs, et du coup, elle va avoir beaucoup plus d'investisseurs, et du Mhm. coup, beaucoup plus de fonds, donc une capitalisation de marché plus haute, et donc du coup, une monnaie qui va valoir plus cher. Et la notion de marketing, vous pouvez avoir le meilleur projet de tous les temps, et d'ailleurs, j'ai déjà vu exemple de boîtes sur la crypto, enfin, qui a des blockchains, mais hyper fiable et une boîte de malades, mais en fait, elles n'arrivent jamais à décoller ou elles mettent vraiment très longtemps parce Mhm. qu'elles ne sont pas connues. Et la crypto, contrairement peut-être à d'autres marchés, c'est que c'est un marché qui est hyper accessible. Mhm. Contrairement par exemple au Nasdaq, qui vont proposer des boîtes tech, où il n'y a que quelques investisseurs qui se lancent un peu dans la guerre des marchés des boîtes tech aux États-Unis, parce que c'est souvent un peu plus compliqué, et les gens Mhm. restent souvent un peu sur leur secteur. Donc quand ils sont en France, ils investissent beaucoup dans des PEA, sur des boîtes européennes. Il y en a moins qui vont aller se perdre du coup sur des marchés un peu plus compliqués du coup à cerner et à maîtriser. Et la différence, c'est que la crypto, en fait, elle est vraiment accessible depuis le monde entier. Et il n'y Mhm. a aucune différence entre une
boîte chinoise qui va proposer une crypto qu'une boîte américaine, qu'une boîte brésilienne ou qu'une boîte française. Tout le monde va être sur un même marché, sur un même courtier, et il n'y a pas de classification par pays. Et donc, votre marketing, il est hyper important parce que vous êtes une boîte française. La France est petit. Si vous voulez réussir à vous accaparer un marché, il va falloir vraiment être capable de vous déployer dans le monde entier. Parfait. Bon, je pense que notre conversation a éclairci beaucoup des doutes des gens qui regardent la vidéo. Antoine, ce serait très intéressant qu'on puisse faire des autres vidéos de crypto aussi pour aller plus à fond, faire de la partie pratique qu'on a parlé tout à l'heure aussi. Ça serait très intéressant. Moi et Antoine, on va discuter ça après la vidéo et on pourra faire ça. Et du coup, pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a donné plein de notions de comment fonctionne la blockchain, la crypto, comment on peut estimer que c'est la juste valeur, c'est quoi qu'il y a arrière les cryptos, quel poids on doit mettre dans les portefeuilles. Ce sont des sujets qu'on a abordés dans cette vidéo. Et prochainement, on vient avec une autre vidéo pour parler encore plus des cryptos parce qu'on est dans une époque qu'on ne peut pas négliger, que les cryptos ont touché les marchés, les grosses banques, les sociétés commencent à acheter. Et nous, les investisseurs de long terme, on veut savoir comment on doit se positionner dedans. Et surtout, on investit simplement si on arrive à comprendre et si on veut avoir un peu plus de volatilité et des risques dans les portefeuilles. Je laisse avec Antoine les dernières paroles par rapport à la blockchain, les cryptos, ce qu'il pense de l'avenir de cette technologie des cryptos. Et j'ai déjà vous dit à la prochaine. Je laisse Antoine terminer la vidéo. Et du coup, tout à fait, ça sera avec plaisir qu'on fera des nouvelles vidéos parce que je sais que ça peut paraître assez éphémère ce qu'on est en train de dire parce qu'on en parle à l'oral et rentrer dans un aspect un peu plus pratique pour vous expliquer concrètement ce qu'on dit, comment ça marche et comment on l'applique. Ça pourrait être super pertinent. En tout cas, moi, je suis un peu comme Mickaël. Je crois en la technologie et notamment en la blockchain. Après, c'est vrai qu'il y a un timing à respecter et il va falloir vraiment comprendre ce qu'il y a derrière et tous les sous-jacents. C'est d'ailleurs ce qu'on fait du coup avec Ayera. On va essayer de vous expliquer, pas que sur la blockchain, mais sur n'importe quelle thématique, ce qui se cache derrière, en fait, ce qu'on voit et les grandes lignes qu'on va marquer, derrière les prix. Et du coup, je vous invite aussi à rejoindre le club de façon gratuite, d'ailleurs, pour accéder du coup aux différents articles qu'on a déjà proposés et découvrir un peu du coup tout ce qu'on propose. Parfait. Et en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, Mickaël. C'est moi qui te remercie. C'était un énorme plaisir. On se voit à la prochaine.